Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Ce sont les 7 bonnes raisons d'utiliser les verbatims clients. Pour répondre à une question qui se pose à chaque fois, chacun d'entre vous recevra bien le PowerPoint de la présentation, mais on l'envoie à l'issue du webinaire, jamais en amont, toujours après. Vous le recevrez directement par email. Vous pourrez poser vos questions en direct, et soit j'y répondrai au fur et à mesure si la réponse est courte, soit nous garderons un temps à la fin de la présentation si la réponse, par exemple, est plus longue et qu'il faut développer. Donc tout d'abord, merci à tous et à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. On va vous partager, j'espère, pas mal de conseils, mais surtout les bonnes raisons d'utiliser les verbatims clients, notamment pour améliorer l'expérience vécue. Voici le sommaire de la présentation. Donc dans un premier temps, l'idée c'est d'être capable de donner la parole à vos clients et comment on le fait. Deuxième temps, c'est d'analyser les émotions clients. Troisième temps, d'identifier les étapes importantes des parcours clients. Ça peut être fait en amont, évidemment, mais on va voir de quoi ça découle par rapport au verbatim. Quatrième temps, l'analyse comparative, notamment les verbatims versus les indicateurs, qui se basent plus souvent sur des questions fermées. Cinquième temps, transformer l'opinion client en levier opérationnel. Sixième temps, améliorer le traitement des clients insatisfaits. Et septième temps, identifier de nouveaux services et produits. Bien, donc pour nous présenter un peu rapidement à ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est très actifs sur Webikeo, donc vous avez peut-être déjà vu des webinaires de notre part, mais pour ceux pour qui ce serait la première fois, nous sommes donc Vocasa. Nous sommes une plateforme SaaS de management de l'expérience client. On a été créé en 2004 et on est plus de 40 experts qui travaillent à votre service. Nous avons plus de 300 clients en activité, dont certains noms que vous pouvez voir là, ici. Petit Bateau, Monoprix, Yves Rocher, Relais Colis, Gemalto, Great Place to Work, Lagier Carco, Géodis et bien d'autres. Et notre mission, c'est tout simplement de vous donner les moyens de connaître, maîtriser et améliorer votre expérience client au sens large. Ce qu'on propose, c'est une solution à base d'enquête, puisque les verbatims peuvent remonter par différents scopes, mais nous, notre base, c'est l'enquête. C'est aussi de mesurer la satisfaction grâce à ça, pour piloter l'amélioration continue tout en facilitant l'adhésion aux équipes. L'idée aussi, c'est d'être capable d'engager les collaborateurs pour convertir vraiment les équipes à l'approche customer-oriented, customer-centric. Pour démarrer, on aime toujours bien démarrer chez Vocasa avec quelques définitions. Ça permet de remettre le scope parce que là, par exemple, le terme de verbatim, qui est du latin à la base, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Mais la vraie définition, c'est que c'est un compte-rendu écrit fournissant le mot à mot d'une déclaration ou d'un discours, quel qu'il soit. Finalement, quand vous mettez un avis sur un site d'avis client, par exemple, c'est un verbatim. Quand vous mettez un avis dans une enquête, c'est un verbatim. Quand un politicien fait un discours et qu'il est retranscrit en écrit, c'est aussi du verbatim. Certains articles de journaux, si c'est du déclaratif, ça peut aussi être du verbatim. Donc ça, c'est le discours très général. Dans le monde de l'expérience client et des enquêtes, le verbatim, c'est l'ensemble des mots, des phrases employées par des répondants à une enquête lorsque ces personnes s'adressent spontanément à une marque. Donc pour nous, le verbatim dans notre milieu, c'est ce qui remonte depuis les enquêtes, les sites d'avis clients, les réseaux sociaux, etc. L'analyse sémantique, puisqu'évidemment les deux sont reliés, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce message, de cette analyse, pour pouvoir ensuite en identifier ce qui est signifiant et ce qui va avoir du sens lié à un contexte. Ça s'oppose du coup dans l'analyse des traitements de texte à ce qu'on appelle l'analyse lexicale et les analyses grammaticales qui, elles, vont décomposer les messages à l'aide d'un lexique ou d'une grammaire. Là, dans la sémantique, dès qu'on utilise le mot sémantique, ça veut dire qu'on va chercher le sens. Et je vais toujours redonner le même exemple, mais ça veut dire que quand une personne nous écrit, par exemple, le mot orange, si on fait de l'analyse avec du simple nuage de mots-clés bête et méchant, ça va toujours faire grossir le mot orange. Peu importe que ce soit la ville, la couleur, le fruit ou la marque orange. Quand on est dans l'analyse sémantique, on va on va savoir du coup que le mot orange, par rapport à ce qu'il y a avant ou après le mot, on va savoir qu'on parle de la marque, ou qu'on parle de la couleur, de la ville, etc. Donc vraiment, la sémantique, c'est ce qui va aller s'attacher à découvrir le sens derrière les mots. Les 7 bonnes raisons de s'attacher à bien traiter tout ça. La première,
La première, c'est d'être capable de donner la parole à vos clients. C'est un constat que font toutes les entreprises. On a beaucoup d'informations, mais en fait, on en manque tout le temps. C'est assez paradoxal. Toutes les entreprises constituent des masses de données d'informations dans tous les sens. Elles vont être synchronisées dans le CRM, elles vont être dans des outils de call center, etc. Mais au final, c'est toujours assez difficile de l'agréger. Et c'est ce qui est facilité dans le monde des enquêtes, puisque finalement, ce qui est contenu à l'intérieur d'une enquête va pouvoir être utilisé directement. De même que ce qui est contenu à l'intérieur de sites d'avis va pouvoir être utilisé directement. Et là, du coup, on va s'attacher à traiter les questions ouvertes qui sont de plus en plus remplies, en fait, à l'intérieur des questionnaires. Ça, c'est un point qu'on a, nous, suivi très fortement ces dernières années, pour notamment driver nos nouvelles offres. Et on a vu que les entreprises étaient très frustrées de ne pas pouvoir exploiter les commentaires des questions ouvertes, ou du moins pas à la hauteur de ce qui serait attendu, puisque, comme je l'ai dit, les nuages de mots-clés, c'est très bien, ça peut donner beaucoup d'informations, mais ça a aussi quelques failles très importantes. Pourtant, ces données-là, on les a de plus en plus. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une évolution constante, ne serait-ce que sur les 3 dernières années. Entre 2019 et 2022, on a vraiment une augmentation de plus de 20% de taux de verbatim rempli. Donc ça veut dire que quand on était une marque qui avait 20% de taux de verbatim rempli, on est passé à 40%. Alors, globalement, ça dépend énormément des secteurs d'activité et du sujet de l'enquête, évidemment, mais c'est qu'entre 40 et 70% des personnes qui répondent aux enquêtes vont remplir la ou les questions ouvertes. Là encore, on a beaucoup de conseils à donner à ce sujet. En 2022, par exemple, il vaut mieux poser une seule question ouverte plutôt que d'en poser une à chaque fin de question ou à chaque fin de catégorie dans un questionnaire. Parce que plus on pose de questions ouvertes, moins elles sont remplies. Paradoxalement, alors que si on n'en demande qu'une, elle va être remplie beaucoup plus globalement. Et grâce à l'analyse sémantique, on va pouvoir la traiter de façon intelligente. Donc ça, c'est vraiment le premier point, être capable de donner la parole. Ça se fait par les avis, ça se fait par des enquêtes, bien évidemment, qui sont notre sujet du jour. Deuxième point, être capable d'analyser les émotions clients. Là, il y a 2 catégories dans les émotions clients. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les émotions primaires. Les émotions primaires, selon le théoricien que vous prenez, il en existe 6 à 8. Ici, en l'occurrence, sur cet exemple-là qu'on vous propose, on en a mis 7. Ça va être typiquement la joie, la surprise, le calme, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût. C'est celles qui sont généralement retenues. Nous, comme vous le savez, on mesure l'expérience client. Et finalement, en relation client, en expérience client, savoir que j'ai 12% de clients joyeux, 24% de clients surpris, 42% de clients calmes, c'est bien. Mais ça ne va pas me donner grand-chose d'activable par la suite pour prendre des actions correctives. Donc nous, ce qu'on s'est chargé de remonter et de relever, c'est un nuancier d'émotions avec plus de 130 émotions clés liées au domaine de la relation client et collaborateur au sens large. Les émotions qu'on va remonter, outre les émotions primaires, sont des émotions qui vont être utiles pour vous dans le quotidien et donc dans les centres de relations clients. Il est plus intéressant de savoir le nombre d'émotions liées à la simplicité qui sont remontées plutôt qu'à la surprise. Si on est sur, je sais pas moi, des services de banque ou d'assurance, savoir que le mot méfiance remonte beaucoup, que l'émotion méfiance remonte beaucoup, c'est plus intéressant que de savoir que c'est le mot colère ou dégoût finalement qui remonte. Parce que derrière, c'est plus difficile d'activer des actions correctrices sur, justement, ces notions de colère ou de dégoût. On va voir un peu plus tard quelles sont ces émotions et comment on les travaille. Mais c'est vraiment la grande différence avec les émotions primaires, qui ont une certaine forme d'utilité, mais qui ne sont pas forcément très pertinentes d'un point de vue de ce qu'on peut activer comme action concrètement derrière. Nous, on va aller sur ces émotions clés liées au domaine de la relation client. Le troisième point, c'est d'identifier les étapes importantes des parcours clients et notamment de les rechallenger. Parce que généralement, quand vous créez un projet qui va vous amener à faire de l'analyse sémantique, si vous avez bien fait votre projet, vous avez d'abord fait des ateliers de design thinking, par exemple pour définir vos parcours clients. Vous avez lancé votre ou vos enquêtes liées aux étapes clés que vous voulez auditer, et puis une fois que vous avez collecté de l'information, vous allez pouvoir analyser tout ça. Et ces analyses, liées notamment au verbatim, vont pouvoir mettre en exergue, vont pouvoir mettre en valeur le fait que, par exemple, vous auriez oublié un point que finalement vous disiez « c'est pas si important que ça », mais d'un point de vue client, il est très important. Donc ça va permettre aussi, même une fois qu'on a défini les choses, d'être capable de rechallenger véritablement vos parcours clients.
puisque là, on va avoir de l'information très pointue, très pertinente, liée à différentes émotions. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on va mesurer une enquête sur un site internet, on est en train de naviguer sur le site et puis il y a une pop-in, il y a un bouton qui se déclenche pour nous inviter à parler sur l'ergonomie du site, etc. Les émotions qu'on va pouvoir remonter dans un cadre comme ça va être la praticité ou l'incommodité, ça va être le dysfonctionnement ou la fiabilité, donc des émotions véritablement reliées à ce contexte. Si on est dans un domaine de relation avec un service, je viens d'appeler un centre d'appel parce que j'ai eu un incident sur mon véhicule. Je suis en panne, j'appelle un conseiller qui va prendre ma demande, qui va la recevoir, tout ça. Mais si je reçois une enquête après, ce que je vais remonter comme type d'émotion, ça va être sympathie-antipathie, attention-négligence, dépersonnalisation d'une relation par exemple, réactivité-lenteur, compétence-incompétence, ponctualité-retard par rapport à ce qui avait été promis. Si on m'a promis une réponse à 48 heures et qu'au bout de 72 heures, j'ai toujours pas de réponse, je considère que c'est un retard. Donc dans mon verbatim, j'aurais écrit « La société n'a pas respecté ses engagements de délai ». Nous, par rapport à cette phrase, on va remonter l'émotion retard. Et si on audite, si on mesure la qualité des produits, eh bien, ça va plutôt être bonne qualité, mauvaise qualité, détérioration. Si on a posé des questions liées à des tarifications, ça va être coût faible, coût élevé, malhonnête éventuellement. Et puis si on est plutôt sur des opinions, émotions liées à un ensemble d'un parcours, eh bien on va pouvoir être sûr de l'attrition, donc le souhait de vouloir résilier, ou au contraire, de l'attachement à une marque. Résolution, non-résolution, recommandation, non-recommandation, gratitude, perfection, etc. Tout ça, ça va être des émotions clés qui vont pouvoir être très utiles pour vous. C'est vraiment un point fondamental dans tout ce qu'on est capable de mettre en place. Eh bien, on va enfin dans la compréhension des clients pour connaître leur état d'esprit et les expériences qu'ils vont vivre à vos côtés. Le 4e point, c'est l'analyse comparative. Ici, on va être capable de faire remonter des thématiques qui sont très importantes, voire même qui sont les plus importantes. Dans cet exemple, les 4 thématiques les plus importantes qu'on remonte grâce au verbatim sont l'accueil, l'expérience globale, les produits et services et la joignabilité. Et puis après, on peut même mettre d'autres thèmes, c'est ce que représente le etc. là. Il n'y a pas de limite en termes de nombre de thèmes, si ce n'est éventuellement les thèmes qui ne sont cités que par moins de 2% des clients, ça effectivement, on peut les enlever. On va pouvoir sélectionner du coup une période et analyser l'impact de ces thématiques sur votre Net Promoter Score, si on est dans le cadre d'enquête NPS, sur un CSAT, quand on est sur une enquête purement de satisfaction, ou sur un Customer Effort Score, si on est sur une enquête liée au taux d'effort fourni par le client pour avoir une réponse de la part de vos services, par exemple. Ici, ces genres de tableaux-là vont vous permettre automatiquement, avec des filtres sur des périodes, de voir ce qui, actuellement, a le plus d'impact positif ou négatif sur le Net Promoter Score. Enfin, en tout cas, sur votre plus gros indicateur, celui que vous utilisez le plus, votre KPI principal. Donc ça, c'est une analyse comparative dont l'objet est de mesurer les écarts entre la satisfaction globale et Net Promoter Score et la satisfaction recommandation que l'on pourrait avoir par thème. À chaque fois, vous aurez un indicateur de référence, donc le Net Promoter Score, le CSAT, le CES par exemple, et la volumétrie liée à chacun des thèmes. Ici, je vois que l'accueil a un impact de plus 10 sur mon Net Promoter Score. Et qu'en plus, j'ai 53% de mes clients qui en parlent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que j'aille féliciter toutes les personnes qui sont en accueil client, quel que soit le service, quelle que soit l'agence, quelle que soit la boutique selon votre organisation. Parce que ces gens-là participent très grandement au chiffre d'affaires qui est constitué à la fin. Et puis, à l'inverse, on a des problèmes de joignabilité, visiblement dans cet exemple-là. Mais cette joignabilité, c'est pas sur la masse totale. C'est-à-dire que dans 90% des cas, on ne parle pas de joignabilité. Mais il y a 9% des cas où on en parle. Et du coup, là, je vais peut-être avoir besoin d'un traitement unitaire pour voir d'où vient le problème. Parce que, finalement, ça ne peut être que lié à un secteur, ou lié à une agence, ou lié à un centre d'appel. C'est peut-être si, par exemple, j'ai pris un sous-traitant de centre d'appel, et puis 90% des appels, je les gère en direct, et 10%, je les sous-traite. Mais peut-être que c'est ce sous-traitant qui ne fonctionne pas bien. Ça peut être l'inverse aussi. Mais dans tous les cas,
Ça nous permet véritablement d'avoir des insights pour piloter correctement cette activité-là. Pour ça, on vous a mis un tableau qui donne pas mal d'infos. Alors, je vais pas toutes vous les relire, vous aurez toutes et tous le PowerPoint. Mais pour vous donner juste quelques exemples, eh bien, on va être capable de remonter des insatisfactions et des niveaux. Insatisfaction forte, satisfaction moyenne, satisfaction forte. Et derrière, eh bien, on aura des notions de thèmes minoritaires et des thèmes majoritaires. Typiquement, je vais juste prendre 2 exemples. Sur une insatisfaction forte avec un thème majoritaire, ça veut dire que mon travail doit être de réduire l'insatisfaction et de réduire la volumétrie liée à cette insatisfaction. Parce que j'ai un risque élevé de désengagement. C'est un sujet prioritaire et il est important que j'investisse dessus. Je vais alors pouvoir aussi amener des billes derrière quand je dois présenter des projets d'investissement à une direction. Bonjour monsieur, madame de la direction, j'ai ça qui ne fonctionne pas bien. Il faut investir tant de milliers d'euros sur ce sujet-là pour que ça puisse refonctionner mieux. Et regardez ce que ça donne d'un point de vue de la détérioration de nos clients. Ça, c'est un premier point. On va aussi voir les choses de façon un peu plus positive. Satisfaction forte sur un thème aussi majoritaire. Là, le but, c'est de conserver la satisfaction et la quantité de commentaires, voire de l'accroître. C'est un signal fort, positif. C'est une source majeure d'enchantement. Donc on pourra détailler ensuite dans les sous-thèmes ce que sont les sources majeures d'enchantement, mais ça peut vous donner des éléments qui permettent de communiquer vers vos clients. Qu'est-ce qu'on met dans nos prochaines campagnes de pub, par exemple, pour que ce soit véridique par rapport à ce qu'est vraiment la marque? Et comment l'aperçoivent vraiment vos clients? Forte probabilité d'engagement. Toute personne qui nous parle d'un des thèmes qui est situé là-dedans a une forte probabilité d'engagement et ça nous permettra aussi de fidéliser les futurs clients et les transformer en ambassadeurs. Le 6e point, c'est d'améliorer le traitement des clients insatisfaits. Alors là, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais c'est beaucoup plus pertinent quand on a de l'information et de la bonne information. Nos outils vont permettre d'afficher ce qu'on appelle des métadonnées, liées à chacun des commentaires. Les métadonnées, ici, ça va être le fait que ces clients, justement, en reprenant le Net Promoter Score, les clients sont sur une note inférieure à 6. Ils sont classés dans les potentiels détracteurs, et donc du coup, je peux les filtrer sur ce critère-là. Admettons, j'ai 30 000 verbatims. Il y en a 7 000 qui concernent des clients détracteurs. Dans cette analyse, je ne verrai plus que les 7 000 en question, parce que c'est sur eux que je veux travailler. Sur ces 7 000, pour l'exemple, je les répartis en 7 agences ou en 7 boutiques, je veux faire des calculs simples, ça veut dire que potentiellement, j'en ai 1000 par agence. Je vais pouvoir plus facilement les traiter que si je garde la base des 30 000, dans laquelle je me noie obligatoirement. Donc, toutes ces notions de filtre, grâce aux métadonnées, vont vous permettre de travailler très fortement les choses. Pour donner un autre exemple, je veux travailler sur mes clients insatisfaits, mais j'ai une visée très spécifique. Je veux travailler sur un sous-groupe très spécifique. Donc, qui vont être par exemple des femmes en milieu urbain qui ont 30 à 50 ans. Au début, j'avais 30 000 verbatims. Et grâce à ce filtrage, je vais peut-être n'avoir que 500 personnes sur cette cible très spécifique de clientes désengagées qui peuvent vouloir dire des mauvaises choses sur ma marque. Je vais pouvoir avoir des actions spécifiques. Je peux dire par exemple à chacun des commerciaux, chacune des boutiques qui sont concernées par ces 500 personnes, de façon opérationnelle, il faut toutes les rappeler, toutes leur envoyer un email, etc. Je rappelle que le but général de tout ça, évidemment, c'est de transformer tous les clients en ambassadeurs. Le dernier point, c'est d'identifier de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles façons de faire en fait au sein de vos offres ou de votre entreprise. Et ça s'appelle parfois des insights, parfois des signaux faibles, mais c'est des choses souvent à laquelle nous, en tant que collaborateurs d'une entreprise, on ne pense pas. Par contre, nos clients, eux, ils y pensent et ils nous le disent. Du coup, c'est quelque chose qui est hyper important. Par exemple, c'est ce qui a permis à une des marques clientes chez nous de mettre en place un service lié à de la livraison, qui permettait de visualiser en temps réel là où était physiquement le livreur. Avant, en tant que client du service, vous aviez une plage horaire de 2 heures où vous deviez être disponible. On vous disait, le livreur viendra chez vous entre 11h et 13h, par exemple. Imaginons que vous êtes en télétravail. Vous ne savez pas si vous pouvez déclencher votre réunion Teams, participer à un webinar avec vos casas, parce que vous pouvez être dérangé au milieu. Alors que si vous visualisez concrètement sur votre application où est le livreur en live, vous savez qu'il est à 5 minutes de chez vous, vous ne lancez pas de nouvelles réunions. Par contre, si vous savez qu'il est à 1 heure de là, vous avez encore le temps de faire pas mal de choses.
Ça, c'est très intéressant, évidemment, sur les services de livraison, mais c'est valable pour toutes les offres, que vous ayez du produit ou du service. Nous, ça nous a permis, par exemple, de savoir qu'on avait des clients qui attendaient beaucoup plus de services de notre part sur des conseils en expertise liés au domaine de l'expérience client. Et ça permet d'enrichir comme ça les offres au fur et à mesure du temps. Donc voilà les éléments qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. Ce que je vous propose de faire, c'est de d'ores et déjà écrire vos questions sur lesquelles je vais revenir et je vais pouvoir vous répondre. Mais en attendant, comme je vous le disais, si vous souhaitez plus d'informations, de conseils, de visuels sur comment fonctionnent exactement nos systèmes d'analyse sémantique et d'écoute, n'hésitez pas à nous faire une demande de présentation. Vous aurez nos coordonnées pour qu'on puisse se rappeler également. Bien entendu, vous aurez tous la présentation. Alors, je vais voir si on a des questions. Oui, on en a. Alors, on avait pas mal de questions sur le Kesako. Ok. Faut-il un logiciel spécifique pour faire l'analyse des verbatims? Alors oui. Oui, il faut des outils spécifiques pour faire de l'analyse des verbatims. En plus d'un logiciel, il faut des compétences linguistiques pour initialiser des projets, c'est hyper important. Alors, on n'est pas sur des choses simples comme des nuages de mots-clés. Comme je disais tout à l'heure, on est déjà sur des outils avec une certaine robustesse qui permettent d'encaisser évidemment de la charge, de la volumétrie, etc. Mais il faut que ça ait du sens aussi. Donc très clairement, pour se dire les choses directement, par exemple, si à l'année, vous avez 100 verbatims qui vous remontent, mon conseil va être lisez-les et traitez-les un par un. Mais si à l'année, vous avez 100 000 verbatims qui remontent, là, il va vous falloir des outils, il va vous falloir des logiciels et il va même vous falloir du conseil là-dessus. Ensuite, donc Anne qui nous dit qu'elle commence tout juste l'utilisation de la création des questionnaires et veut avoir le support pour cette question. Bon, il n'y a pas de souci. Stéphanie nous demande quel lien entre le volume du verbatim et le caractère positif ou négatif de ce volume. Alors, pas forcément un lien direct entre le côté positif ou négatif, si ce n'est que si... Alors bon, pareil, je vais prendre des chiffres simples. Si sur 100 000 verbatims, vous en avez 90 000 qui sont négatifs et 10 000 qui sont positifs, c'est que votre société ne va pas très bien. Parce que du coup, il y a des choses qui ne se passent pas bien du tout d'un point de vue client, et ça va vous donner directement une information prédigérée qui va être très très importante. Donc la quantité de verbatim positifs ou négatifs va exprimer des choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'intérieur d'un même commentaire, on peut finalement avoir une personne qui vous dit « Je suis très content du service qui m'est proposé, vous êtes super réactif, par contre, vos prix sont exorbitants. » Là-dedans, on a 2 verbatims positifs et 1 verbatim négatif. Et ça, ce sont des choses que nos outils savent traiter évidemment. Ensuite, donc je pense que c'était par rapport aux thématisations sur l'impact du Net Promoter Score. On a Samir qui nous demande comment est calculé le plus 10. Donc, on a un système qui permet de voir le Net Promoter Score général de votre marque sur cette période. Il est de 20, par exemple. Et les personnes qui parlent de la thématique liée à l'accueil mettent en moyenne 30. Ça veut dire que vous avez un impact positif de l'accueil qui est de plus 10 dans ce cas-là. Donc, c'est un tout petit calcul très simple qui s'explique très, très facilement. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Johan vous a mis un lien dans le chat qui vous permet d'avoir un livre blanc détaillé autour de l'analyse sémantique, qui redonnera également pas mal d'informations. Vous pouvez le télécharger et le consulter. Voilà, mais j'espère que cette présentation aura pu vous éclairer. L'idée de ces webinaires, c'est toujours d'expliquer des concepts. Et après, pour le concret, le détail de vos projets, c'est de pouvoir être capable de rééchanger avec vous par la suite. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre une petite note sur le webinar. Vous devez avoir un pop-up qui a dû s'afficher quelque part au-dessus de la présentation. Ça nous permet, à nous aussi, d'avoir un retour, des feedbacks pour voir comment on est. On est capable, nous aussi, de nous améliorer, lié à tout ce qu'on peut échanger avec vous pendant ces webinaires. Donc, s'il n'y a plus de questions, écoutez, il me reste qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une belle fin de journée. J'espère que ce webinaire aura été instructif pour tout le monde. Et puis, on se tient à votre disposition. Notre planning de webinaire sur Webikeo sera bientôt mis à jour pour que vous puissiez consulter le prochain. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir.